Nous poursuivons la dédicace spéciale Portugal ici pour Imotissimo 2019, en tous les cas pour cet après-midi. On vous dit tout, si vous avez envie de partir vivre au Portugal, vous allez tout savoir à la fin de cette magnifique journée. Et je reçois à mes côtés Alain Muller, bonjour. Bonjour. Et nous allons parler ensemble du système fiscal et de la gestion de votre projet. Vous êtes le représentant de XPMCP et ISC Portugal, donc c'est-à-dire que vous êtes un spécialiste de l'installation au Portugal. Tout à fait. Et vous me disiez tout à l'heure, avant de démarrer cette émission, que vous aviez beaucoup de monde qui passait dans votre stand. Et il y a comme un préjugé, tout le monde a l'impression qu'on part au Portugal et ça y est, on ne paye plus rien, c'est victoire totale, plus d'impôts, plus rien. C'est oui, ça? c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au Portugal ou qui partent à l'étranger en se disant je mets la clé sous le paillasson, je ferme mon appartement, je ferme ma maison, je pars au Portugal et c'est fini, je passe 186 jours au minimum à l'étranger et je n'ai plus rien à payer et je suis tranquille et tout va bien. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la réalité. Il faut savoir que du moment qu'on peut bénéficier du statut RNH au Portugal ou qu'on part au Portugal ou dans un autre pays, du moment qu'on a toujours un lien fiscal en France, vous serez toujours considéré comme résident fiscal en France. Toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de PEL, on ne peut plus avoir d'assurance vie, on ne peut plus avoir de carte vitale. Du moment qu'il y a un revenu, quel qu'il soit en France, vous êtes considéré par le fisc français comme résident fiscal. Oui. À ce moment-là, il faut donc fermer tout ce qu'on a, vendre ses biens. Alors, il y a des exceptions. On peut louer son appartement, mais là, c'est à voir avec un fiscaliste français spécialisé, un cabinet d'avocats fiscalistes, qui pourra mieux vous renseigner que nous. Oui. Nous, on est plus spécialisé dans le droit fiscal portugais. Mais il y a des exceptions. Oui, mais de toute façon, il faut étudier tous les paramètres. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que cela, comme on essaye de le dire de toute façon depuis le début de cet après-midi dédié à l'investissement au Portugal, de dire qu'il y a beaucoup d'avantages, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut prendre une vraie décision de partir vivre au Portugal. Hein, c'est vraiment, c'est pas tourner le dos à la France, mais c'est dire je renonce à tout ce que j'avais en France jusque-là. Donc on va revenir de toute façon sur tous ces éléments fiscaux qu'il faut savoir. Vous avez amené des documents, alors ils sont très exhaustifs, hein. Il va falloir essayer de vulgariser un petit peu un maximum pour que tout le monde comprenne bien. Déjà, quels sont les éléments à connaître sur la fiscalité au Portugal? Alors, les éléments, il y a deux aspects. Il y a l'aspect quand on est une société, après il y a l'aspect quand on vient en privé. Donc si on vient en privé, ici je pense que c'est ce qui concerne le plus les personnes de ce salon. Qu'est-ce que vous appelez les privés? Alors les gens qui vont, les retraités ou les gens qui n'ont plus d'activité sur le Portugal ou qui n'ont pas d'activité professionnelle sur le Portugal. Oui. On peut dire, c'est assez simple, hein, du moment qu'on a le statut RNH, de résident non habituel, vous avez ces 20%, c'est un taux fixe. C'est un taux qui est de 20%. Ensuite, si vous avez un bien que vous louez, vous payerez 25% sur ces revenus de votre location. D'accord. Mais il faut voir s'il y a avec la France un accord de non-double imposition. Et là, vous payerez la différence de vos revenus entre le Portugal à l'État français. Oui, et c'est ça. Il faut toujours être conscient que le fisc français peut nous rattraper et puis c'est rétroactif. Hein. Voilà, sauf à un moment où vous êtes résident portugais et que vous n'avez plus aucun lien fiscal avec la France, à ce moment-là, les 25% seront payés intégralement au Portugal. On parle de l'IRS, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Donc là, vous mettez, hein, c'est résident, ex-résident, résident non habituel et non résident. Donc là, ce que vous expliquiez. On va avancer aussi avec les types de revenus qui existent. Oui. Ça c'est plus surtout pour les sociétés qui sont les gens qui travaillent au Portugal. D'accord, donc les catégories A, voilà. C'est par catégorie, hein, c'est ça? Alors il faut savoir, par exemple, les gens qui travaillent au Portugal, ça peut paraître excessif, mais le salaire, à partir de 654 €, comme il est là, plus il monte, plus on paye d'impôts. D'où l'intérêt du RNH, du résident non habituel. Oui, bon, parce que là, le fait de plus on gagne de l'argent, plus on paye d'impôts, voilà. C'est le même principe en France, a priori. Tout à fait. Bon, ça va quand même assez haut, hein, ça va jusqu'à 45%. Oui, c'est vrai. Sauf si un étranger a un statut RNH,
il ne payera que 20%. Que 20%. C'est C'est un taux plafonné. fixe. C'est C'est plafonné. plafonné. Et comme on le disait aussi dans d'autres émissions tout à l'heure, il y a aussi une liste de professions que le Portugal essaye d'attirer Oui. et qui, elle aussi, est plafonnée. Vous connaissez cette liste de professions? Non, pas exactement. Non, non. pas exactement. Non, je On sais essaye qu'il y a de savoir. il y a- On va il y a faire une plusieurs- enquête. Oui, parce que oui, mais il y a c'est vrai que plusieurs c'est- professions qui. ça fait plusieurs fois qui que je sont pose la exonérées. question et ça n'a pas l'air Non. d'être forcément clair. Alors il faut bien que vous approchiez le micro de votre bouche, comme Tout à ça on va fait. baisser le son et comme ça il n'y aura plus de Tout à fait. l'arsène. On avance aussi sur la sécurité sociale. Aussi, c'est un élément très important à connaître Oui. parce que la sécurité sociale n'est Alors, pas la même. Non, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France. La sécurité sociale, les charges sociales, c'est 23% pour la personne, pour l'employeur, et 11% pour l'employé. Mhm. Après, il faut savoir aussi que la personne, toujours la même chose, qui a le RNH, n'a plus de couverture sociale en France, donc elle est obligée d'en prendre une au Portugal. D'accord. Bah oui, puisqu'on Et avec une on rompt complémentaire. toute, d'accord, une Et avec complémentaire. une complémentaire, les prix, donc c'est à peu près 140 € avec un plafond, je dirais pratiquement maximum de couverture. Et là, vous avez des possibilités, il faut voir avec les assurances, mais de vous faire opérer en France. D'accord. Et la mutuelle, on est obligé de la choisir au Portugal, par exemple, ou si on en a une depuis des années en Il faut qu'elle France. soit aussi portugaise. D'accord. Ça aussi, il faut Oui. qu'on se mette ça dans la tête, c'est qu'on Que- vraiment il y a une rupture Il n'y a plus aucun lien avec la France du côté administratif en Voilà, tous les tout à cas. fait. Mais ça peut être avec la Belgique, ça peut être n'importe quel pays européen. N'importe quel pays, Du c'est moment pareil. qu'on va au Portugal ou à l'étranger, on ne peut plus avoir un lien Oui, fiscal ou social. C'est pas juste le Portugal qui impose, Tout à fait. cela. Au niveau de la fiche de paye, on va regarder un peu pour les actifs, ceux qui ont envie de s'installer au Portugal et pour y travailler. Expliquez-nous tout cela, c'est un grand tableau. Hein. Oui, c'est un grand tableau. Donc il y a un salaire de base. Là, on a mis 2126. Après, il y a le panier repas. Alors, ce que nous appelle le panier repas, c'est les tickets restaurants. D'accord. Qui est C'est- obligatoire là-bas? Qui est obligatoire. Et le maximum, c'est 7,63 € par jour. D'accord. Voilà. Mais Après- comme la vie est quand même beaucoup moins chère, là on se fait, c'est un buffet royal. Hein. disons que 7,63 €, on mange disons bien. que le salaire de base est déjà, est déjà royal. Puisque Oui. alors, il Ça, faut- c'est vous qui l'avez mis, ce salaire Oui, de base. c'est sinon, pour les prendre salaires sont- un cadre sur Lisbonne. Après, D'accord. on peut dire que le salaire sur Lisbonne, c'est 1200 € par mois. Un D'accord. salaire Mais avec correct. 1200 € par ouais. mois à Lisbonne, on vit bien. On- Ça fait partie de la capitale un peu chère. Alors, ce que je vais dire est paradoxal. Je vais dire, on vivait beaucoup mieux avant. Depuis que beaucoup d'étrangers viennent, les prix des loyers ont fortement augmenté, énormément. Il faut savoir qu'il y a il y a Non, un mais a- soyons il y a- honnêtes, c'est sûr. Il y a, faut il y a pas- un abus. Il y a un abus, mais l'État portugais est en train de mettre des barrières à ça. On ne Oui. peut plus mettre les gens dehors, on ne peut plus augmenter le loyer d'une manière drastique, parce qu'il y a des gens qui ont dit on augmente le salaire de 500 €, 800 € par mois d'un Oui, coup, c'est ça, sans Donc, prévenir. sans prévenir. Donc vous avez beaucoup de familles qui n'arrivent plus à se loger. Donc là, à l'heure actuelle, le gouvernement portugais est en train de mettre des barrières. On ne Oui. peut plus mettre les gens, ni augmenter le loyer sans... Il y a des taux, mais sans raison, c'est plus possible. Victime de son succès à Lisbonne. On Hein. peut dire ça comme ça. Ouais, les capitales, enfin la capitale et puis d'autres régions, Porto, 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 les Algarves aussi. l'Algarve, etc. Ouais. Par contre, l'intérieur des terres, il y a beaucoup à faire encore à l'intérieur des terres. Oui, oui. Ben ça, on verra ça tout à l'heure avec une autre invitée. Hein, ce sera à 18h15. Elle nous dira ça. C'est Philomena Pantes Lescoul qui nous présentera les autres régions fait. où il faudra investir. Donc, on était sur cette fiche de paye. Si on veut bien revenir dessus, Julien Matera, sur la fiche de paye qu'on essaie de bien voir. Donc, il y avait dedans, on a la sécurité sociale, donc vous disiez, Oui. et puis Bon, l'IRS. L'IRS, 23,6%. Bon, il faut savoir que les fiches le salaire au Portugal, il est compté sur 14 mois. Alors c'est ça, c'est incroyable. Comme... Oui, bon, c'est une loi portugaise. Il y a des Mais c'est pays même où pour c'est les 13 mois. sociétés privées, c'est pas que pour C'est pour les sociétés privées. On essaye de le mettre, l'État essaye de le mettre aussi dans le public. Ça passe pas trop bien. D'accord. Enfin, c'est le contraire, excusez-moi. L'État va le faire pour le public, mais pas pour le privé. Le privé ne va être que volontaire pour l'instant. Bon, après, il y a toujours dans la simulation sur l'entreprise. Oui. Alors là, on est passé aux avantages au personnel. Donc l'assurance santé, les frais de transport et des bons enfance et bons éducation. Oui. C'est presque comme en France. Oui, un petit peu. Hein, c'est Ça assez- y ressemble, oui. Parce que les bons enfance et bons éducation, ça correspond un peu à la CAF.
Tout à fait. C'est à peu près les mêmes choses. C'est à peu près la même chose. Il y a des choses qui correspondent à la France. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut savoir si on part en famille, si on emmène toute sa famille s'installer au Portugal? Alors, on va revenir un petit peu au paradoxe. C'est que si vous venez avec une famille, à l'heure actuelle, la liste d'attente à l'école française, c'est 500 personnes. D'accord. Il y a 500 élèves qui sont en attente d'être intégrés à l'école française. Il y a une deuxième école qui a été ouverte et on parle d'en ouvrir une autre encore parce qu'il y a trop d'élèves étrangers qui sont en attente. Et là, on n'arrive plus à suivre. Ils ont même mis des containers pour faire les cours dans les cours de classe. Dans les enfants à la poubelle. Non, non, quand même pas. C'est pas un pays barbare. Mais... D'accord, oui. Donc, sinon, les enfants vont directement à l'école portugaise. Vont à l'école portugaise. Mais bon, les Français ou les Belges, ou enfin ceux qui ont une éducation française, les mettre à l'école française. Ouais, c'est mais ça. c'est saturé. Aussi, c'est saturé. C'est saturé, mais bon, et après, c'est quand on intègre un pays, voilà, on prend tout, hein, on prend Oui, avec, tout à fait. on prend Mais l'école on revient à avec. ce que vous avez dit, et les victime de enfants- son succès, Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a 500 enfants français, donc là, à l'heure actuelle, qui sont en attente. qui sont en attente. Oui. D'accord. On va avancer après sur l'IRC. C'est l'impôt sur le revenu de personnes collectives, c'est ça? Oui. Et ça correspond à quoi C'est ça. cet Alors IRC? ça c'est pour les sociétés, hein, donc c'est Oui. l'impôt sur bénéfice. Alors, Donc ça, c'est quand on veut investir dans une société Oui. au Portugal, qu'on part ça. vivre là-bas et qu'on crée sa voilà, vous structure payerez là-bas. Alors, il faut savoir que l'impôt, c'est sur les 15 000 premiers. Alors, imaginons, vous faites 100 000 euros de bénéfices. Les 15 000 premiers euros sont taxés à 17%. Les D'accord. 85 000 sont taxés à 21%. D'accord. Si vous allez dans la région, le centre du Portugal ou à l'intérieur des terres, il y a des possibilités d'être taxé à 12,5% les D'accord. 15 premiers 1000 euros. D'accord. Il y a un dégrèvement finalement qui Finalement. selon les régions. Selon Finalement, les c'est régions. toujours au cas par cas. Cas par C'est cas. dans les régions plutôt riches, on va dire, comme Lisbonne, qui est la capitale qui a Lisbonne, attiré un petit peu Porto, tout le monde. Eh Braga, bien, oui. voilà, ça va être C'est jusqu'à ça. 21%. C'est ça. Si vous faites 20 000 euros de bénéfices, les 15 000 seront taxés à 17 et les 5 000 restants seront taxés à 21. À 21. Bon, après, si on fait une comparaison avec la fiscalité française, je crois qu'on s'en sort quand même pas trop mal. Oui. Hein, on est On s'en assez sort bien. large hein, quand Oui, même. oui. Même, hein, si on, Bon, je donc ne sais c'est- pas s'il y a des entrepreneurs ici qui connaissent bien la fiscalité On s'en française. sort bien. Même les auto-entreprises, c'est plus élevé que 21%. Oui. Donc, on arrive là sur un Exactement. petit exemple Voilà, sur ce le qu'on a- bénéfice imposable. Exactement. Alors, ce qui est quand même relativement élevé en Portugal, ce sont les dividendes. Les dividendes, on est taxé à 28%. D'accord. Là, on a un taux d'imposition sur les dividendes qui sont quand même assez élevés. Bon. Comparé à d'autres pays où C'est il y a ça, du c'est 7 ou du l'équilibre. 13%. Ouais, d'accord. C'est l'équilibre. On arrive ensuite à l'IVA. L'IVA, donc ça veut dire quoi IVA? Alors, l'IVA, c'est la, Impôt c'est sur la valeur TVA. ajoutée. C'est la D'accord. TVA. Donc, elle est à 23%. En France, je crois qu'on est à 20 ou 21%. On est à 20%. 20%. Jusqu'à aujourd'hui. Hein, je vrai. sais pas, peut-être qu'ils ont, je sais pas, Après, pendant le week-end, ils auront changé. après intermédiaire réduite, ça. Alors, il y a Madère, les Açores. Bon, ça, Oui. ce sont sur d'autres Bah, c'est les pays îles, qui font donc évidemment. partie du Portugal. Intermédiaire et réduite, ça concerne certaines catégories d'activités. C'est-à-dire, Alors, je ne peux pas vous les dire parce que Ah, je ne vous les ai pas n'avez- tous en tête. vous avez un plutôt mes exemple comptables pourraient. Vous avez un exemple, par exemple, à nous donner? Je vois par exemple il y a sur les services, il y a sur certains produits. Il y a une aberration aussi au Portugal parce que par exemple le lait était taxé à 17% à un moment en TVA et le Coca-Cola à 6%. D'accord, il y avait un non-sens. Il y avait un non-sens sur des produits de biens de consommation, la TVA était très élevée, Mhm. alors que les produits comme les bonbons, le Coca-Cola, toutes des choses qui sont, je dirais, pas utiles enfin, ou pas nécessaires, Ouais, c'est ça, pas d'utilité. étaient taxés à 6%. D'accord. On parle ici aussi d'obligations déclaratives, c'est-à-dire déclaration de début d'activité, déclaration de changement, déclaration de cessation, déclaration périodique. Et dites-nous un petit peu plus sur ces Alors, obligations déclaratives. Avant de l'activité, vous êtes obligé donc déjà d'avoir le NIF, le numéro d'identification fiscale, et d'avoir un numéro de TVA. Donc il y a des déclarations à faire avant l'activité.
hein, pour ses impôts, pour ses déclarations d'impôts. Il y a des obligations administratives. Après, déclaration, chaque fois qu'on fait un portant pris en compte déclaration début d'activité, comment vous expliquez ça? Si à chaque activité vous faites une modification, vous devez la déclarer au fisc. Oui, C'est ça, un paraît, changement ça paraît tout à fait logique. C'est la même chose qu'en France, il y a en le France, changement on a d'activité avec le registre du commerce, etc. Vous êtes obligé de le même déclarer. d'adresse, Voilà. tout ce qui est sujet administratif, ça change Tout à pas fait. grand-chose. D'accord. Donc là, on est toujours sur les entreprises. Hein. C'est toujours sur les entreprises. Après, concernant la réalisation des transmissions de biens, c'est la même chose. Si on transmet des biens, il y a des déclarations à faire. Déclaration intrastat, exactement la même chose. Et la déclaration annuelle est au maximum, on l'a fait au 31 décembre, mais on peut le faire jusqu'au 15 juillet. Bon, en fait, ça ne change pas grand-chose de la France. C'est facile de créer son entreprise. C'est facile de en créer son 24 heures. Enfin, en France, on a maintenant des facilités quand même pour créer son entreprise. Et après, c'est la règle. On fait les déclarations comme il se doit. C'est à peu près une journée pour créer la société, 2 jours. Il y a juste une chose qui est un petit peu embêtante au Portugal, c'est que quand vous créez la société, le nom que vous prenez, enfin que vous choisissez, et souvent n'est pas accepté. Des fois, on a des clients qui viennent avec une dizaine, une quinzaine de noms, et aucun nom n'est retenu. D'accord. Donc, d'où ISC Portugal, il n'y a pas eu de problème. Par contre, XPMCP, je suis désolé, mais ça ne veut rien dire du tout, parce qu'on a passé une demi-journée avec une trentaine de noms qu'on avait choisis, et on nous les a tous refusés. Et au bon moment donné, la dame de l'administration nous a dit « Je peux vous proposer XPMCP ». Donc, on n'avait pas beaucoup de choix. Oui, c'est ça. C'est embêtant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi aussi, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Et pour quelle raison est-ce qu'ils n'acceptent pas tout de suite les noms que vous proposez? Alors, parce que soit il y a un point, soit il y a une consonance avec une autre société, soit parce qu'il y a un X de trop, parce qu'il y a un M de trop, ou il y a un C de trop, ou... Ils sont très cérébraux, enfin, ils réfléchissent beaucoup sur le nom. Oui, et c'est l'ordinateur après qui vous donne, l'ordinateur vous dit voilà, il y a ça de libre, il y a ça de libre. Bon, c'est pas si mal, vous savez, c'est pas si mal de bien réfléchir à ça parce qu'on sait qu'en France, il y a beaucoup de sociétés qui ont pu se constituer et qui ont comme le trésor public, hein, avec des noms très, très accolés, et puis on sait qu'il y a beaucoup de chèques qui ont été pris comme ça. D'accord. Donc, c'est pas si mal de bien réfléchir au nom de la société. Est-ce qu'il y a du travail pour les Français, pour les étrangers là-bas? Oui, il y a du travail. Oui. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses dans le service aussi. Il y a aussi, on en manque aussi de conseillers, on en manque aussi beaucoup de commerciaux. D'accord. Après, il y a du travail aussi, beaucoup. Alors, ce qui commence, le problème, moi je peux m'expliquer. Pour les Français, on va trouver du travail beaucoup dans les services. Par contre, on se rend compte, par exemple sur Porto maintenant, on a beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Donc il y a des régions. Pour la construction? Pas seulement dans la construction, mais dans la mécanique, dans le polissage, dans carrossier. Non, parce que j'allais dire la construction quand même. Le BTP, le Portugal, c'est quand même number one. Hein. Tout à fait, tout à fait. Là, la main-d'œuvre, ça, on n'a rien à dire. Il y a encore de la main-d'œuvre dans le BTP, mais tout ce qui est mécanique. Plasturgie, mais dans beaucoup de tout ce qui est manufacturé, on a de la peine maintenant à trouver beaucoup d'emplois qualifiés. Et là, plus les sociétés vont sur Porto, j'ai participé avec la Chambre du commerce, hein, il y a 6 mois ou 3 mois, on a participé à une réunion à Porto, et des investisseurs français ont dit le plus gros problème qu'on a pour faire évoluer notre société, c'est de trouver de la main-d'œuvre. On ne trouve plus de main-d'œuvre. Donc double obligation. Il y a du travail, double obligation de partir dans les terres plus à l'intérieur. Donc la prochaine intervenante pourra vous expliquer. Oui, c'est ça, mais c'est si on a envie d'aller vivre là-bas, ne serait-ce que pour les conditions de vie, on peut trouver, donc si on est français, on peut trouver du travail. On peut trouver du travail. Mais encore une fois, c'est fiscalité terminée avec la France. Voilà. C'est ça. Hein. C'est toujours la même chose. Là, on ne peut pas y échapper. Sauf si on se déclare travailleur détaché, non? Oui, ben ça, c'est un autre sujet. Encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. On revient tout juste sur les VA, sur les établissements de facture. Pardon. Oui. Donc, dites-nous à quoi ça correspond le standard audit file for au Portugal, par exemple, une société comme nous, tout logiciel pour faire une facturation doit être approuvé par l'État. D'accord. Tous les logiciels des sociétés comptables sont obligés d'être approuvés par l'État. Donc, une société qui veut faire sa comptabilité en interne est obligée d'avoir un logiciel approuvé par l'État. Autrement, ce n'est pas possible. D'accord. Le Portugal a réussi à faire ça.
Parce que je sais qu'en France, ils ont essayé de mettre ça en place, des logiciels obligatoires. Et alors pour les grandes structures, il y en a, mais pour les auto-entrepreneurs, par exemple, les micro-entreprises, c'est pas obligatoire. Oui, au Portugal, c'est obligatoire. C'est impossible. Vous avez un logiciel qui ne correspond pas, vous ne pouvez pas faire la facturation. Comment est-ce qu'on pourrait résumer tout ce que vous venez de nous dire pour conclure cette émission? Alors, on peut résumer assez simplement, dire venez au Portugal. C'est un beau pays, on y vit très bien, la qualité de vie. Vous vivez au Portugal? Je vis au Portugal. Vous avez un accent suisse? Mais je suis suisse. Ah, c'est ça. Donc, vous êtes suisse, mais vous vivez au Portugal. Alors il a fallu faire un Golden Visa? Non. Mon épouse est portugaise. Ah, d'accord. Donc, quand on a une affiliation directe. Voilà, mais on a un bureau aussi dans un autre pays également. Et on est en train d'ouvrir un bureau en Suisse également. Mais venez au Portugal, on y vit très bien, une qualité de vie extraordinaire. Mais il ne faut pas penser qu'on vient facilement en disant voilà, je ferme, comme on a dit au début. Mais tout se fait de manière légale, sans problème. Mais comme on dit, et même des avocats fiscalistes vous diront, le départ de la France est plus difficile que l'arrivée au Portugal. Donc il faut bien prendre ses dispositions au moment de quitter la France, au niveau fiscal de ses biens. Et voilà. Combien de temps est-ce qu'on peut projeter de partir si tout d'un coup on a des personnes ici qui sont séduites par le Portugal, qui ont envie de partir? Il faut leur dire, prenez le temps de faire toutes les démarches administratives. C'est combien de temps à peu près? Il faut 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an pour bien préparer son départ. Oui. Ouais, et puis mentalement aussi. Et mentalement. Après, on peut toujours acheter un bien avant et puis venir après. Alors moi, ce que je conseille aux personnes, ça peut sembler un petit peu bizarre de ma part, mais ce que je leur conseille, c'est de louer un bien, c'est de louer pendant 3 mois ou 6 mois pour voir si le Portugal leur plaît, si ça peut, s'ils ont envie d'y vivre, s'ils ont envie d'y rester pour après, enfin, pouvoir acheter un bien. Merci. Je vous dis pas au revoir parce qu'on va se revoir en fait. Oui. On va se revoir et parce qu'on va poursuivre cette émission, mais dans une petite demi-heure. On va laisser le temps à tout le monde, toutes les personnes qui sont ici d'aller voir au food truck et d'aller déguster la charcuterie et le fromage portugais. Il en reste, allez-y, et c'est offert par l'organisateur. Donc comme ça, on se retrouve dans une petite demi-heure avec Alain Muller qui va nous expliquer comment bien préparer son installation. Maintenant, vous connaissez tous les détails sur la fiscalité. On va sur la préparation. Merci, à tout de suite.